Bienvenue à toutes et tous dans le premier épisode du Bel Âge. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Camille. Toutes les deux, on se suit sur Instagram depuis plusieurs années et on se rencontrait pour la première fois. On était très heureuses, et je crois que ça s'entend. On a beaucoup ri, parfois fort, désolée d'avance. C'était ma première invitée, mon premier enregistrement. Alors, au milieu de ces photos accrochées au mur, de ces peintures et de ces livres, on a notamment parlé des réseaux sociaux, de photographier pour ne pas oublier, de la série Normal People et de l'importance d'accepter ses émotions. Bonne écoute. Je suis vraiment contente de te rencontrer parce que ça fait 5-6 ans en vrai. 5-6 ans qu'on se suit sur les réseaux? Je pense que ça fait longtemps. Ça Je fait au saurais pas dire moins combien 3 de temps. ans, je pense. Au moins 3 ans Au moins 3 ans, sûr. Oh pétard. Je crois que ça fait plus. Ça Mais fait on vérifiera plus tard. La magie des réseaux sociaux, j'adore. T'as quel rapport avec ces réseaux justement? J'ai un rapport très bien, surtout Instagram parce que j'y suis depuis 2013. Ah ouais? Ouais, depuis 2013 je suis sur Instagram et en fait c'est vraiment le réseau social qui me permet de rencontrer des gens. Comme ma coloc actuelle, on s'est connus sur Instagram. Mais non. Parce qu'elle est de Paris et moi j'étais du Sud-Ouest et on aimait les mêmes musiques genre Jack Bug, Arctic Monkeys, etc. Et du coup on s'est suivis sur Instagram, on s'est croisés à des concerts, puis après on est devenus amis. Elle est venue me voir dans le Sud, elle m'hébergeait à Paris pour des concerts, on est partis en voyage ensemble et en fait on a décidé de faire un peu le même master et on a s'est dit bon on va vivre ensemble. Du coup moi Instagram ça permet de rencontrer plein de gens, notamment toi. Vraiment Instagram ça permet de créer des liens, de garder contact avec des gens et de... Vraiment Instagram, je rencontre tellement de gens grâce à ce réseau social, du coup moi j'ai un bon rapport avec lui et du coup j'aime beaucoup Instagram rien que pour ça, pour la rencontre des gens et la créativité et que c'est mon réseau où je partage ma vie, mes photos, où je rencontre des gens, où je garde contact, donc ouais je suis une meuf d'Instagram. Mais je suis pas une Instagrammeuse non plus, je suis pas influenceuse non plus, juste moi sur Instagram telle que je suis quoi. Est-ce que tu te considères féministe? Oui, il faut le dire. La grande question. Mais parce que tu vois, je trouve que Instagram aussi, en tout cas pour ma part, ça m'a vachement éduquée sur, sur ce qu'est le féminisme et puis même, enfin tu vois, sur plein d'autres trucs. Et j'ai réalisé il y a pas longtemps que j'ai appris le mot consentement sur Instagram. Je me demande si je l'ai pas appris sur Instagram aussi. Parce que c'est tous les groupes Nous Toutes, etc., tous les comptes féministes que je suis. Et j'ai appris ce mot-là, je pense, il y a 5 ans. Et tu vois, même pas dans les cours d'éducation sexuelle. Non, mais les quoi. cours d'éducation sexuelle, désolé, mais c'est de la merde, on va le dire. Hein, mais on nous apprend rien en fait. Et c'est nous-mêmes en grandissant, en vivant des expériences. Et c'est vrai qu'Instagram, surtout quand tu commences à suivre un compte sur Instagram, tu découvres autre chose. Et puis même mes amis, elles m'ont initié et tout. Et en fait, et même les ouvrages et tout, du coup, les podcasts également, genre ça permet trop de t'éduquer. Et Instagram, maintenant, je crois que je passe pas une journée sans voir quelque chose de féministe dessus, quoi. Même les illustrateurs et illustratrices, ils partagent tout ça, quoi. Donc Instagram a permis à forger la féministe que je suis, toujours en herbe, parce que voilà, j'ai 22 ans, donc j'apprends, tu vois. Mais c'est vrai qu'Instagram me permet d'être au courant de pas mal de choses et aussi de partager, de montrer ton militantisme, rien qu'en partageant une photo, tu vois. Même si Instagram, t'as vachement le truc de... assez passif où tu passes une photo, faut passer à l'actif après, genre à la manif et tout. Mais Instagram sert à t'éduquer encore plus et à rencontrer des gens aussi et à percevoir d'autres réalités. J'écoute beaucoup de musique et j'aime trop quand j'ai vraiment un coup de cœur, je me dis oh my god, je le partage. Tout le monde doit écouter. Voilà, je le partage, même des fois sur Facebook, je partage aussi des vidéos et des fois on me répond en mode putain c'est trop bien, merci, et ça me fait trop plaisir de me dire que une musique qui me touche, elle touche quelqu'un d'autre et que je l'ai juste fait juste en partageant et que ça éveille, que les gens soient contents juste en découvrant une musique. Et donc c'est important, je trouve, de partager, de pas garder pour soi ce qui te fait vibrer. J'aime beaucoup partager les choses en fait. Mais je suis pareil que toi. Mais tu vois, moi je suis vachement dans l'optique, et ça je me le dis souvent, mais tu sais, genre un film ou une musique ou un spectacle de danse ou n'importe. En fait, je me dis,
tu vois, ça peut changer la vie de quelqu'un. Enfin, moi, ça, j'y crois tellement. Il y a des films qui ont changé ma vie. Je vois. Les Demoiselles de Rochefort, sans le nommer. Faut que je le regarde. Mais tu vois, c'est des films comme ça, je me dis, mais c'est... Enfin, moi, je crois vachement au... Ça peut changer un peu le monde, tu vois, enfin... Parce que ça éduque aussi, parce que ça éveille, encore une fois, parce que ça interpelle, parce que ça fait réfléchir... Parce que tout ça. Et c'est pour ça que je trouve ça important de partager ce qui nous fait du bien. Parce que c'est pas unique, je pense. Parce que le sentiment qu'on a nous, en fait, je pense que quelqu'un d'autre va le ressentir. Et du coup, tu te dis qu'en faisant ça, ben, tu partages cette chose qui te fait vibrer et que ça va faire vibrer d'autres personnes. Genre, il y a plein de films, des fois même, que je partage pas. J'envoie des messages sur les Messenger en mode regardez ce spectacle, regardez ce film, regardez cette série parce que c'est une pépite. Et même des fois, en parlant, je dis faut que vous regardez ça. Et les gens ils regardent et ils se disent putain, mais ouais, c'est folie. Je me dis yes, je suis pas la seule que ça fait vibrer, quoi. Et je trouve ça trop important. Mais oui. Genre, ben, Fleabag, par exemple, la série. Faut que je la regarde. Oh my god, faut que tu la regardes. Je l'ai sur disque dur, si tu veux, je te la donne. Parfait. Mais cette série, je l'ai vue. J'avais vu la première saison, elle m'avait touchée. J'ai vu la seconde saison, j'étais là. J'ai ressenti l'amour dans mon ventre. Et j'aime trop dire ça quand pour des films, genre je ressens l'amour dans mon ventre. Vraiment, je sens l'amour là. Et je trouve ça trop beau. Et cette série m'a fait vibrer. Du coup, j'en ai parlé à ma coloc, on l'a regardée ensemble. Et après, je l'ai dit, genre, je sais pas, une dizaine de personnes. Et la plupart, ils ont regardé, ils m'ont dit, non mais Camille, mais cette série, elle est exceptionnelle. Et on l'a re-regardée avec ma coloc et une amie. Et j'étais là, mais 3 fois que je la vois, mais ça me fait les mêmes émotions. J'ai toujours l'amour dans le ventre. Et je suis émue. Et cette série, enfin, c'est du génie. C'est du génie. Écoutez, regardez Fleabag, c'est du génie. Vraiment. Et bah, en parlant de trouver l'amour, c'est quoi ton expression ? Ressentir l'amour dans le ventre. Ressentir l'amour dans le ventre. Normal people. Oh my god, oui. Oh my god. Ah mais là. Je l'ai vu 2 fois. Mais moi je vais recommencer à la regarder là. Mais j'y pense encore tellement cette série, elle est incroyable. Et je crois que c'est Morgane Motin, la fille qui a créé Amour Solitaire, qu'on a reparlé. Ah oui. Parce qu'il y a justement une scène de consentement. Oui. Dans la série. Mon dieu, mais cette scène. Mais je crois que je l'avais vue sur les réseaux. Et je me suis dit, cet été. C'était quand ? Non, premier confinement. Non, attends, non, cet été. C'était après le premier confinement. Je la regardais tout, j'étais là. Genre, waouh. Genre, ouais, la scène de consentement. Genre, tu ne vois jamais ça en fait. T'es en mode. Très très peu. Ouais. Je crois que c'est jamais arrivé. Autant en mode ça peut te faire mal, tu peux arrêter, est-ce que t'es sûre de vouloir faire ça ? Enfin, je crois que j'ai jamais vu ça. Même aussi, ça et le fait que aussi montrer qu'un garçon qui soit rugbyman, musclé, beau gosse, il peut aller mal en fait, genre et qu'il a des émotions comme tout le monde et pas juste montrer le mec beau et fort qui est populaire, qui va bien. Non, il va mal et il a le droit d'aller mal. Et c'est tellement juste et comment c'est filmé, tu sens les détails, les personnes, les regards et c'est très dans la pudeur mais en même temps très intime et rien que les scènes d'amour. Enfin... Et puis c'est pas voyeuriste, voilà. Justement. C'est vraiment... T'es là et... C'est l'amour de 2 personnes, c'est le désir de 2 personnes. Oui, et genre... C'est très beau et je crois que ça fait partie des plus belles scènes d'amour que j'ai vues en série ou en film. Ça te faisait vraiment sentir... Ouais, j'ai senti l'amour dans mon ventre. Et j'ai pleuré également. Et quand je l'ai revu, ça m'a fait les mêmes émotions. Et tous les sujets, ce qu'ils abordent aussi, le deuil et... Enfin, plein de sujets de la vie et, en tant que jeune qui peuvent être compliqués à aborder. Et c'est... Waouh, regardez cette série. Ouais, et puis justement, ça suit les personnages aussi dans leur évolution au fur et à mesure des années. C'est totalement notre période de deuil. Mais en oui. plus, genre... Mais en plus, là, on est vraiment dedans. Et justement, ils parlent des doutes, de la fac, de... On sait pas trop quoi faire, se sentir perdu totalement. Se sentir perdu. Et ça, je trouve ça vachement bien qu'il y ait aussi une série sur ça. Bah, c'est important qui en reflète fait. un petit peu ce qu'on peut vivre à nos âges. Oui, c'est une très belle histoire d'amour. Ouais. Et bon, non, on va pas parler de la fin. On va pas parler de la fin. Il y aura une saison 2 ou pas ? J'espère pas. Faut pas. Et puis on a parlé combien on apprenait de choses sur Instagram. Je le vois avec moi, combien de films, livres, chansons, artistes, etc. j'ai découvert sur cette application. Et combien je me suis éduquée aussi, sur le féminisme, mais pas que. Mais évidemment, on ne pouvait pas que parler du bien de cette plateforme. Et le mal qui prédomine sur Instagram, c'est notamment la censure et l'omniprésence des corps photoshopés et stéréotypés. On le sait toutes et tous, Instagram, c'est pas la vraie vie. Alors j'ai demandé à Camille si, elle aussi,
son rapport au corps avait changé en étant sur cette application. Non, quand je l'ai commencé, j'étais en 3e et un peu phase... je me sentais mieux dans mon corps parce que j'avais perdu un peu de poids, etc. Tu vois, mais Instagram, pendant des années, je voyais des corps extrêmement minces et de base, j'ai les cheveux frisés, mais de base, j'aimais pas mes cheveux frisés, du coup, je les lissais aussi parce que l'acceptation de soi, j'arrivais pas à m'accepter. Du coup, il y a un côté nocif d'Instagram parce que je l'ai vu d'un côté en mode putain, je vois que des meufs trop minces, les cheveux lisses et tout, je vais être comme elles. Et du coup, j'étais un peu en mode. Du coup, je me suis lissé les cheveux pendant tout mon lycée. Et après, le corps, je me suis jamais vraiment sentie bien dans mon corps. Du coup, Instagram, de ce côté-là, m'a pas fait du bien. Mais en grandissant, en allant à Toulouse pour mes études, j'ai rencontré des personnes hyper bienveillantes et qui m'ont dit Camille, tes cheveux, laisse-les naturels. Et j'y pensais déjà. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'arrête de me lisser les cheveux, je laisse mes cheveux frisés naturellement. Et le corps, j'ai essayé de prendre une certaine distance et vraiment mes amies bienveillantes et tout. Et aussi en grandissant, tu te dis, c'est des images et juste on a des corps différents des unes des autres et il faut juste s'accepter. C'est pas gagné encore, hein, j'en suis. Voilà. Mais, et puis même Instagram, maintenant, il y a quand même pas mal de comptes qui body positivity et tout. Et puis tu vois tellement de corps différents maintenant, donc. Et mon rapport au corps a évolué, même si au début ça allait pas très bien, même Instagram y a fait à jouer dessus, mais maintenant j'ai une certaine distance, même si des fois il y a quand même des trucs un peu en mode oh putain ça revient comme avant, mais je garde distance et du coup par rapport à la perception du corps ça a quand même changé et on s'accepte de plus en plus en grandissant, j'ai l'impression. Et tu partages tes photos aussi ? Ouais, je partage mes photos parce que j'ai mon compte perso que j'ai depuis 2013. Je partage ma vie lambda et j'ai un compte que j'ai ouvert en 2017 où je partage mes photos argentiques que j'avais Tumblr et je partageais dessus et au bout d'un moment j'étais je peux me faire un Instagram et tout et du coup je partageais et en fait vraiment de mettre mes photos sur Instagram ça me permet aussi de voir la photo autrement, par exemple, je crée des montages et même on me fait des retours dessus et ouais, ça me permet de rencontrer des gens encore, des photographes, on partage mon travail et du coup je partage beaucoup sur Instagram. Et la photo, ça te vient d'où ? Ça me vient d'où ? Oula. Ça fait longtemps que t'en fais ? Ouais, ça fait un moment. Enfin, si on commence aux prémices où j'ai un premier appareil photo, ça fait très longtemps. Enfin, je crois que depuis longtemps que je me souviens, j'ai toujours eu un petit appareil photo jetable ou numérique, j'aimais trop prendre des photos. Même si c'est des photos de voyage scolaire, tu vois. Et en fait, en 3e, j'ai commencé avec Instagram, j'ai découvert l'argentique en fait. Je me dis, waouh, c'est trop beau, ces petits effets et tout, ancien et tout. J'aimais trop. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais m'acheter un argentique. Et il est toujours là. J'ai eu un argentique 10 € en brocante. Maintenant, il vaut plus du tout 10 €, il est super cher, tu vois. Et du coup, je prenais des photos, mais sans vraiment savoir faire, tu vois. Je prenais des photos, puis j'avais eu un réflexe avant, tu vois, que j'aimais juste photographier les gens et tout. Puis on me demandait des fois, genre, de faire, tu sais, comme au lycée, viens, on fait des photos shoot et tout. Du coup, j'étais en mode, allez. Du coup, j'étais la meuf vraiment qui prenait les gens en photo. Et moi, rarement, mais je prenais souvent les gens en photo. Et du coup, je faisais du numérique et l'argentique. Et c'est en arrivant à Toulouse où j'ai voulu avoir un petit appareil photo compact parce que je me disais que c'était pratique et j'avais aussi vu ça sur Instagram. J'étais là, tu vois, Instagram. Mais du coup, la photo, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser en arrivant à Toulouse en 2017 et je me suis dit, je prenais des photos beaucoup plus parce que j'avais tout le temps sur moi l'appareil photo, donc je prenais beaucoup plus au vif et tout. Et les gens me faisaient un peu des retours dessus, j'étais là, en fait il y a quand même quelque chose, même je commençais à capter, genre j'aimais bien prendre les gens dans la rue, j'aimais bien la lumière, etc. Ou même je captais beaucoup plus mes parents chez moi et tout, ma famille. Et je me suis dit, mais en fait il y a quand même un truc, et il y a un truc qui se dégage de mes photos, et du coup j'ai commencé à réutiliser l'appareil photo que j'avais acheté il y a auparavant, là, en brocante et tout, et parce qu'il est manuel, du coup je pouvais beaucoup plus gérer la chose. Et du coup mon rapport à la photo, il a évolué, et je vois mes photos de 2017 du coup, parce que c'est un peu là où j'ai vraiment commencé sérieusement à m'y mettre, et maintenant enfin je vois l'évolution de ouf et mon regard et comment il y a des sujets que j'aime plus que d'autres et du coup la photo c'est une grosse partie de ma vie et je m'accepte un peu, enfin je me comprends un peu grâce à la photo et enfin je sais pas. J'ai un peu un truc par rapport à la mémoire et j'ai peur d'oublier les choses et du coup en fait
je sens que la photo, vraiment depuis longtemps, je capture les choses avec mon portable, je prends beaucoup de photos, parce que ouais, j'ai vraiment besoin de capter l'essence des choses que je vis, l'essence des personnes que j'aime, ou même l'essence de la rue, de la lumière et tout, pour vraiment garder ça, et je sais pas, je trouve ça hyper beau, les photos, et comment tu peux capter une personne et voir autre chose que juste un visage et des émotions, enfin... Tu peux tellement capter ouais, l'essence d'une personne et pour pas oublier en fait, et j'aime trop documenter du coup, documenter la vie. Pendant ton année de terminale, tu savais déjà toi ce que tu voulais faire après? Est-ce que je sais ce que je vais faire maintenant? Peut-être pas. Ben moi la terminale, enfin quand j'étais, parce que je viens du sud du coup, et j'ai toujours été en mode ouais, je suis bonne élève, j'ai des bonnes notes, j'aime la musique, j'aime l'anglais, oh pourquoi je ferais pas une fac d'anglais pour être prof, oh pourquoi je ferais pas journaliste. Je suis passée par beaucoup d'étapes dans ma vie. Et ben, du coup c'est assez symbolique parce que c'était le soir des attentats du 13 novembre. C'était parce que du coup l'année de ma terminale, et j'étais en putain, il faut quand même que je trouve quoi faire après. Donc j'avais l'option fac d'anglais que j'allais mettre, mais j'étais en mode, ah, mais il y a peut-être autre chose et tout. Et j'étais le soir des attentats, je regardais Onicep, je crois, c'est des trucs où tu regardes et tout. Et là, je découvre cette licence communication et art spectacle, et je me renseigne, je me dis, mais c'est ça en fait, c'est la culture que je veux moi. C'est ça qui me fait vibrer, ben j'ai envie de travailler dans ça. Et la communication, à l'époque, je connaissais pas trop, je me suis dit, vas-y, la communication en fait, c'est ça en fait que j'ai envie de faire. Et du coup, le soir d'attentat, je descends voir mes parents en mode, ah, j'ai trouvé ma licence. Et en même temps, je vois qu'il y a des attentats, du coup, j'étais un peu en mode, ok. Pas joyeux, mais du coup et ma licence elle m'a permis de découvrir le monde du spectacle vivant plus pleinement, et aussi j'ai fait pas mal de bénévolat, donc j'ai entré vraiment dans le côté pur et dur. Mais après je me suis dit, la communication, pour avoir fait un stage et tout dedans, j'étais là non en fait, c'est important la communication et tout, mais c'est pas, je suis pas une œuvre de communication pure et dure, enfin c'est pas moi quoi. C'est pour ça que je me suis dirigée avec ce master un peu en mode choses plus concrètes, genre plus dans l'action culturelle ou la production. Et mais je sais toujours pas vraiment ce que je veux faire. Enfin, je doute vachement par rapport à mes compétences et mon avenir, et je me dis j'allais travailler dans ça, mais est-ce que je suis légitime, enfin, est-ce que j'ai les compétences, et du coup c'est dur, mais d'un côté je me dis que ça va aller, je me dis beaucoup que ça va aller. Je suis pareil. Ça va aller, tout le temps je sais ma phrase, non mais ça va aller, je vais trouver on y croit. La chance, les opportunités à saisir, ça va le faire. Mais je pense aussi qu'il faut laisser une place à l'inattendu. C'est ce que je dis beaucoup à mes copains, parce que... Mes copains et copines d'ailleurs, parce qu'on est tous et toutes un peu stressés par rapport à l'avenir et tout. Et puis on voit aussi que enfin, le marché du travail, et le mot marché est plutôt bien choisi, il est de plus en plus compétitif, et c'est de plus en plus difficile de trouver du travail. Et moi c'est là, tu vois, où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, en plus, moi, du coup, comme toi, on veut faire des trucs artistiques. Donc c'est encore plus compliqué. Mais je me dis, tu vois, l'inattendu, les rencontres et tout, font que, bah, tu vois, ça va aller. Encore une fois, et que je pense qu'il faut vraiment laisser place à ça. Et moi, je sais que de base, je suis quand même quelqu'un d'organisé, j'aime bien prévoir les choses, genre rien que prévoir un peu ce que je fais. Ben, genre, tu vois, j'ai des listes un peu, genre en mode aujourd'hui je fais ça, tu vois. Et j'ai des amis qui m'ont appris, par exemple, à me dire ah, ben on a prévu ça, ah, finalement on fait pas ça, c'est pas grave, tu vois. Et l'inattendu, et aussi ben, la période du corona m'a aussi montré que. En fait, quelque chose peut arriver tout bafoué de ce que tu avais prévu, et qu'en fait, il faut voir un peu plus au jour le jour. Même si j'aime bien me prévoir, hein, j'aime bien, mais ça me fait peur en fait, de pas prévoir les choses, de me dire ah putain là je sais pas ce que je vais faire. J'ai un peu peur de pas savoir ce que je vais faire en fait. Sur le long terme ou sur... Un peu sur le long terme, genre je sais quand je suis revenue de Lille dans le sud cet été, je savais que j'avais 2 mois, mais comme à cause du corona j'ai rien de tout annulé, j'étais là, putain là j'ai 2 mois, je sais pas ce que je fais, à part écrire un mémoire, tu vois. Du coup j'étais là, et ça m'a fait stresser pendant une soirée, j'étais là putain. Dès le lendemain j'ai trouvé des choses à faire et tout, j'étais là, ça va, tu vois. Du coup j'aime bien prévoir, mais en même temps je me rends compte que l'imprévisible c'est important, genre et c'est cool en fait. Et du coup maintenant je laisse beaucoup plus de place à l'inattendu, et de me dire des fois par exemple, des fois je suis en mode ah je fais absolument rien aujourd'hui, et des fois on me dit ouais vas-y Camille on fait ça, je suis là allez vas-y, tu vois, genre c'était inattendu, ça coupe mon programme, mais c'est pas grave, genre parce que je vais vivre autre chose, tu vois. Et du coup je trouve ça important de laisser une marge de manœuvre à l'inattendu, et de voir pas trop loin, pas de se projeter. Je peux pas me projeter là tu me demandes dans 5 ans ce que je fais, je peux pas te dire. Je sais même pas où c'est que je serai dans 5 ans en termes de ville, mais juste là je me dis, là on est en janvier, je sais jusqu'à début septembre ce que je fais, tu vois.
Et c'est déjà, mais en termes juste de ville, et je suis en stage, tu vois. Mais je sais pas ce que je ferai exactement, mais juste, j'ai de voir petit à petit. Mais sinon, c'est trop stressant, en fait. Donc, petit à petit. Ouais, j'ai une amie qui me dit ça, c'est faut y aller poco à poco. C'est petit à petit en espagnol. Et du coup, j'y pense des fois, parce que j'ai tendance à vouloir faire trop de choses. Et je me dis, non, Camille, poco à poco, genre, petit à petit, et comme ça, tu t'avances à petits pas, mais mieux, plutôt que tout faire dans la vitesse et tout. Tu vois, tu peux plus faire les choses mal que bien, donc petit à petit. Et c'est quoi ce que t'as envie de faire? Ce que j'ai envie de faire dans la vie? Est-ce que t'as envie de faire plein de trucs, ou il y a un métier qui t'intéresse vraiment? Ben, il y a des domaines qui m'intéressent vraiment, genre vraiment la musique, c'est ma passion, enfin je suis pas du tout musicienne, mais juste ça me fait tellement vibrer, et de me dire que ça peut faire vibrer d'autres personnes, et du coup j'aime beaucoup ça, la musique, et même mes études, mes stages, mes bénévolats, ça s'oriente vachement dans le domaine musical, mais en même temps la photo, ça me permet la photo permet de titiller mon côté créatif, que je pensais pas que j'avais, parce que j'ai des amis qui font des études d'art, de graphisme et tout, et je suis en mode waouh putain c'est trop beau ce qu'elles font, je peux pas faire ça, mais la photo me permet en fait de me dire que si j'ai un côté créatif, et je peux dire des choses aussi à travers mon art, entre guillemets, parce que c'est dur de dire son art, et du coup j'aimerais bien, je sais pas, mais je sais que la culture en fait moi c'est ça, j'ai pas de plan, mais pour moi c'est la culture et rien d'autre, genre vraiment, et moi un truc que j'aimerais trop faire c'est remonter à un festival. Genre, j'adore les festivals, et ça me manque énormément de pas aller en festival, mais je me dis, faire un festival, bon, avec ma coloc, on est un peu pareil, genre, on a trop monté un festival un peu pluridisciplinaire parce que on est sensible à la musique, mais on aime aussi la photo, on aime l'illustration, on aime le théâtre, et on a tellement d'amis dans ces domaines-là qu'on se dit, on pourrait juste faire un. En fait, je me suis dit une fois avec une pote, c'est que si je fais un tour de mes potes, tous mes potes peuvent. Enfin, on peut tous créer quelque chose ensemble, en fait, genre, il y en a qui sont graphistes, il y en a qui sont comptables, tu sais, un comptable, ça, c'est utile, tu vois, dans une entreprise, enfin, pas une entreprise, dans un festival, tu vois. Donc je me dis, en fait, on peut tous faire quelque chose ensemble, et juste dans la joie et la bonne humeur, et la créativité. Donc, ouais, j'aimerais trop monter un festival un jour, et je pense que je vais y arriver. Moi, je pense que je vais faire un festival, genre, au début, ça sera juste une grande fête entre potes, peut-être que ça évoluera, tu vois, mais faire un festival, ouais. Pour montrer le talent de mes amis, et aussi juste de gens, quoi, parce que c'est ça les festivals, c'est montrer le talent en fait, et puis j'aime bien le petit stress qu'il y a pendant une période donnée avant, et puis me dire que ça serait genre mon projet à moi avec genre des amis, ça super beau, ça c'est des liens super forts qui se créeraient, et puis j'ai confiance en mes amis et en nos capacités, donc je pense qu'on pourrait faire quelque chose de vraiment beau, donc en tout cas la culture, quoi. Rien d'autre. Toujours. Mais toi, ce que t'aimes bien, c'est transmettre, en fait. Ouais, transmettre et partager. Ouais, mais je me rends compte que, rien comme on disait tout à l'heure, genre partager sur Instagram, tu vois, moi je me dis putain, mais j'adore partager les choses, enfin, j'adore dire, oh putain, il y a ça qui m'a chamboulé, vas-y, je partage, tu vois, donc j'ai envie de transmettre ce que la musique, je parle du coup pour la musique, ce que la musique me provoque, je me dis que ça fait vivre ça d'autres personnes, et que j'ai envie de transmettre ça, parce que c'est tellement beau et puissant, même s'il y en a, je sais que des amis, elles ont pas du tout le même rapport à ça, ou par exemple au niveau musical on n'écoute pas les mêmes choses, mais je sais que même si on n'écoute pas les mêmes choses, ce qu'elles écoutent, ça les transcende. Ouais, c'est ça, c'est la transe. C'est ça que ça produit à moi, la musique, c'est une transe. Et du coup, j'ai trop envie de transmettre cette transe aux gens, et de faire vivre des émotions, ouais. Du coup, le partage et la transmission, je trouve ça hyper important. Eh oui. Est-ce que t'as ressenti une pression quand t'étais on va dire plus au lycée, par rapport au fait que tu devais savoir ce que tu voulais faire Ouais. Ouais. Ouais, je pense que j'ai pas eu une pression énorme, parce que mes parents m'ont pas mis une autre. Ils sont vraiment très aimants, et ils me font vachement confiance et tout. Mais c'est vrai que rien que des fois des amis à mes parents ou aux autres en mode ah, du coup tu vas faire quoi? Et juste cette question, tu vas faire quoi? Enfin, arrêtez de la poser, parce que on a 16 et 18 ans, enfin, genre, c'est tellement tôt pour savoir ce qu'on veut faire, et même encore aujourd'hui, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire, et c'est pas grave, juste on avance petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a une pression quand t'es au lycée, en mode faut savoir ce que tu veux faire, t'es un ES, tu vas faire ça, tu vas faire du droit, t'es un maths, tu vas faire ingénieur, t'es un L, tu vas faire des lettres. Alors qu'en fait, t'as pas du tout envie de faire ça, tu vois, donc t'as une pression. Ouais, je l'ai pas. Si, je l'ai ressenti, ouais, en vrai.
Ouais, j'ai ressenti la pression. Ouais, c'est dur de choisir, dire ah vas-y, faire cette licence-là, ça te fait pour moi, alors qu'en fait, des fois, tu te trompes. Et c'est pas grave de se tromper, c'est qu'en fait, on est jeune et on a le droit de se tromper et de changer d'études. Enfin, j'ai des amis, elles recommencent leurs études maintenant parce qu'elles en trouvent leur voie maintenant. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'âge pour trouver leur voie, donc juste s'écouter et dire qu'on peut se tromper, c'est pas grave. Toi, t'as fait quoi en L1 ? J'ai fait 3 ans de licence communication et art du spectacle. C'est vrai ? Oui. Du coup, tout à l'heure, quand t'en me parlais, ça me parlait. J'étais à Toulouse pendant 3 ans et du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans où j'ai vraiment connu le monde du spectacle vivant, notamment le théâtre, le cinéma et tout. Et en même temps, en communication, on faisait des petits. On faisait de la communication. Je sais pas comment on fait de communication pure et dure comme c'était vraiment en communication, j'ai fait un peu de biais, mais on a fait plein de projets genre audiovisuels, on a monté un festival étudiant et tout, donc j'ai fait ça, et après je me suis dit que j'en avais marre de la communication, du coup je me suis dirigée dans ce master à Lille, métier de la culture, où vraiment on voit le monde du spectacle vivant plus pleinement et plus concrètement, avec de l'administration, des projets, des stages aussi, et vraiment la rencontre de professionnels de la région qui te permettent de découvrir un autre pan du métier. Et il y a vachement un côté hyper engagé aussi dans mon master, enfin engagé je veux dire, on voit l'économie sociale et solidaire, on a un projet avec le développement durable et l'Europe et la musique, enfin genre du coup c'est bien parce que c'est pas comme un master lambda, enfin on rencontre des gens et on est engagé, et c'est ça que j'aime moi, genre rencontrer des gens et être engagé et faire des choses quoi. C'est important pour toi de faire des choses ? Ouais, c'est important de faire des choses et de créer et de faire vivre des choses aux gens, je trouve. Et de manière engagée ou pas, mais ouais, créer des choses et faire vivre des choses aux gens, enfin, c'est vital. C'est très vital. Et là, je suis bien d'accord avec toi. et là le contexte pandémique nous enlève tout ça en fait. Ouais. Et du coup, on sent un manque. Mais c'est dur de trouver sa place. Ouais, puis se sentir légitime. Ah, légitimité, mon Dieu. Ça te parle ? Ça me parle beaucoup. En cherchant des stages, je me disais, mais est-ce que je suis légitime à faire ça ? Est-ce que je suis légitime, tu vois ? Et là, j'ai un stage qui va commencer, j'ai peur. Je me dis, est-ce que je suis capable ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que j'ai ma place, tu vois ? Mais d'un côté, je me dis, Camille, t'es arrivée là, on t'a pris, t'es légitime, t'as des compétences, tu vas y arriver, tu vois. Mais toute la légitimité, c'est juste pas croire en soi et être prise au doute, et c'est grave le syndrome de l'imposteur, ça, en mode t'es pas à ta place, alors qu'en fait, si tu l'es. Mais ça nous traverse beaucoup, je trouve, notre génération, en mode on n'est pas à notre place, alors qu'en fait, si on l'est, c'est juste qu'on nous donne pas les clés pour nous faire prouver qu'on a notre place, en fait. Mais on l'est, on est à notre place. Mais oui, notre parole est légitime. C'est ce que je n'arrête pas de dire en ce moment, mais vraiment. Vraiment, on est légitime. T'as confiance en toi ? Oh putain. D'un côté, je dirais oui. Parce que je fais quand même des choses qui me plaisent et j'avance dans un chemin qui me correspond et je donne tout pour ça. Mais d'un côté, je doute. Enfin, des fois, je me dis non, mais j'ai pas confiance en moi. C'est hyper paradoxal. Je suis partagée par les deux sentiments. Je dirais que oui, je dirais que non. D'entre deux. Et est-ce que ta confiance, elle évolue avec le temps ? Est-ce que par exemple, avant d'entrer en études sup, t'avais pas du tout confiance ou... Je sens quand même que en grandissant en études sup et tout, ce que tu découvres, je trouve, en études sup, et j'ai grave pris confiance en moi et en qui j'étais et en mes capacités et tout. Donc ouais, j'ai plus confiance en moi qu'avant, mais j'ai pas confiance en moi à 100% non plus, tu vois. Mais je pense que c'est normal, vaut mieux pas avoir confiance en soi à 100% parce que, genre, je sais pas. Tu vois, j'ai écouté un podcast cette semaine. C'était Petit Voyou qui était l'invité, je sais pas si tu connais. Je vois, Petit Voyou ? C'est un rappeur. Ah non, je connais pas. Et moi, je connaissais pas du tout ce qu'il faisait. Et en fait, il a dit cette phrase, il faut être son premier fan. Ah, tellement. Tu sais, dans le sens, il faut vraiment croire il faut s'aimer, en fait. En ce qu'on fait. Et ça, moi, je pense que j'ai mis du temps à me le dire dans ma tête. Ouais. Mais... Ouais, c'est vrai qu'il faut être son premier fan. Mais totalement. Tu vois, sans prétention aucune. Oui, mais... Oui, il faut d'abord aimer ce que tu fais et avant de... Ouais.
Ouais, j'avoue. Mais c'est toujours ça, si toi tu crois pas en ce que tu fais, les Oui. autres n'y croiront pas non Oui. plus. C'est comme au théâtre. Mais d'un côté, je crois en moi, genre par exemple mes photos et tout, tu vois. Et je crois en moi, tu vois. Mais des fois, on me demande de parler de mon, de mon travail et je suis là, je bégaye, et je me sens pas confiance alors que je suis légitime de parler de ça parce que je fais quelque chose, tu vois. Mais c'est dur. Mais on travaille sur ça. Je travaille sur ça. Je travaille sur ça. Mais ça, après, je pense que c'est le travail de toute une vie. Oui, enfin oui, et puis on a... Vraiment, est-ce qu'à 40 ans... Si, peut-être. De quoi Je sais peut-être Quand on sera sur le nous Ouais, Ouais, un petit peu quand même. un petit peu quand même. Oui, on aura... c'est dans... Oh putain, c'est dans 38 ans. Oh, dans 38 ans, 40 ans. Non, dans 28 ans. Attends. Quand tu auras 40 ans. Oh my god, je suis nulle en calcul. Ah oui, parce que 40 ans, j'ai 22. Du coup, c'est dans pas du tout 38 ans, dans 18 ans. Ouais, je me disais 38 ans, c'est dans vraiment longtemps. Oui, je me dis que... Oui, je me dis que... Ben, rien que je vois... À 16 ans, 22 ans, je vois l'évolution et la confiance en moi que j'ai prise, donc ouais, on aura confiance en nous. Et au pire, on aura confiance en nous dans des choses qu'on n'avait pas confiance avant, et on aura confiance dans des choses où on n'aura pas encore confiance dans des choses qui vont nous arriver. Mais c'est normal, tu vois, c'est un chemin de vie, et on grandit, et voilà, quoi. Ouais, on va avoir confiance en nous et dans nos projets, il faut croire en nous, c'est hyper important. Et ben après, des fois, t'as des gens qui croient pour toi, et c'est cool, mais faut d'abord croire en soi. Mais moi, tu vois, je pense que je me suis laissée porter justement par les gens qui avaient confiance en moi, alors que moi, je n'en avais pas. Ouais, c'est vrai que quand t'as des gens qui disent c'est bien ce que tu fais et tout, t'es en mode ok, putain, ça les Tu vois, il touche y a peut-être et un tout. truc... Ouais, enfin ils te portent et je pense que ces personnes-là, merci à tous mes amis, ils me portent et je me dis ah, ils me portent mais au bout d'un moment il faut que je me porte par moi-même, tu vois, et ce que je fais, mais j'ai encore besoin de mes amis, tu vois. Mais voilà, ouais, non, mais c'est bien d'avoir les deux. Mais tu vois, même le fait que tu mettes tes photos sur Instagram et tout, enfin tu vois, tout ça, ça entretient aussi... Mais tu vois, pour moi ça me paraît simple. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me paraît... Ouais, mais tu montres quand même ce que t'as fait, ça vient de toi. Oui, mais tu vois, je le pars, c'est pas... Moi, des fois, on m'a déjà dit ça en mode, ouais, c'est ouf, tu partages, je suis là. Ouais, je sais pas, enfin, moi, ça me paraît un acte super simple, alors qu'en fait, je me rends compte que c'est pas simple de partager ses photos. Mais oui, je partage. Donc, puis je fais des choses. Enfin, je me laisse pas... je fais pas que partager, tu vois, je fais des petits projets à côté, donc... oui, je fais des choses. Oui, je fais des choses, et c'est bien, et je crois en moi. Oui, je crois en moi. Il y a une phrase de toi qui me trotte dans la tête depuis 1000 ans. Enfin, depuis 1000 ans, tout est relatif évidemment. Tu sais, c'est la phrase, j'avais demandé sur Instagram à mes abonnés, entre guillemets, qu'est-ce que c'était pour eux le cinéma. Ah oui, c'est vrai. Et toi, tu m'as répondu par cette phrase que j'ai trouvée incroyable. Et je trouve qu'il révèle beaucoup de choses. C'est un espace d'évasion où j'accepte mes émotions. Tu vois, je la connais par cœur. Et tu vois, comme si en fait le cinéma c'était, en tout cas la salle de cinéma, c'était un endroit où vraiment tout était possible et que dans le monde extérieur, bah tu vois, il y avait des trucs que t'acceptais pas forcément de vivre. Tu vois, moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça, cette phrase-là. Genre j'accepte de pleurer dans une salle de cinéma, chose que j'accepte moins de pleurer dans la vie réelle, tu vois. Genre vraiment. T'acceptes d'être vulnérable dans la salle de cinéma. Ouais, ou même quand je vois un film juste chez moi, tu vois, genre je sais qu'il y a des films que j'ai vus et je me dis, bah Camille, t'as le droit de pleurer en fait, genre t'as le droit de t'exprimer et de pas retenir tout ça pour. Du coup, ouais, la salle de cinéma, ouais, les films. J'ai toujours aimé les cinémas, même si. J'ai toujours été au cinéma le plus longtemps. Le premier film que j'ai vu, c'était Harry Potter, je me rappelle, avec ma mère et ma soeur. J'étais toute petite. J'étais tombée amoureuse d'Harry Potter, en plus, je me rappelle. Mais avec ma soeur, on allait souvent au cinéma et tout ensemble. Et j'ai continué ça. Et c'est vraiment un moment que j'adore partager. Mais aussi un moment où j'aime trop y aller toute seule. Parce que je sais que j'en ai juste besoin de me retrouver avec moi-même et de faire ma petite activité toute seule. Et je me rappelle, putain, quand je sors des séances de cinéma, des fois, mais je fais des films qui m'ont tellement chamboulée. Où je sortais en mode. Putain, ils m'ont compris. Enfin, ils m'ont comprise. Et. Ouais, j'accepte mes émotions parce que, ben ouais, j'accepte de pleurer en fait. J'accepte qu'un film me fasse pleurer en fait. Chose que des fois, je vais pas accepter mes émotions, je les refoule. Alors que dans le cinéma, je suis là, en fait, je lâche tout. Ils ont tout compris. Genre, puis ça permet de voir le monde de tellement de manières différentes et c'est tellement beau, vraiment, le cinéma. Et t'es quelqu'un qui retient beaucoup ses émotions ? Ouais. Ben, je suis assez une personne positive et tout. Mais, et du coup, j'ai toujours gardé cette
pas cette façade, mais ce côté très positif. Et du coup, quand j'allais mal, avant, surtout, je le gardais tout pour moi. Genre, je parlais Bienvenue pas. au club. Super, on refoule les émotions. Mais du coup, j'avais vachement ce côté, je gardais tout pour moi. Et j'étais en mode, non, en fait, tout va bien. Tout va bien tout le temps. Et en grandissant, en allant à Toulouse, vraiment Toulouse, ça a été là, je me suis découverte. Vraiment, je suis devenue une autre personne en quittant mon chez moi. Et en partant là, étant seule, je me suis découverte en fait. Et je me suis acceptée. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'ai rencontré des gens qui avaient des soucis ou autre. Et du coup, on parlait et je me suis dit, en fait, Camille, t'as aussi des choses qui vont pas et il faut que tu les acceptes, il faut que t'en parles. Et du coup, j'ai grave maintenant un truc où en fait, je parle. C'est dur des fois de parler, mais même dans le premier confinement, à un moment ça allait pas, et au lieu de garder, j'écrivais à des potes, ouais, en fait là ça va pas trop, tu vois, genre. Et du coup, en fait, de parler, ça fait du bien parce que t'acceptes tes émotions, mais en même temps, je sens que pleurer, des fois j'ai plus de mal à pleurer, et genre tout simplement hier, un exemple, là c'est la fin de Lille, du coup je suis un peu triste parce que je déménage de ma coloc, et du coup je suis répétée avec ma coloc, et Lille, ça a été un renouveau, une expérience de ouf. Et me dire que c'est fini pour vivre autre chose de ouf, je sais que ça va être ouf, mais j'aime pas les fins de quelque chose. Et du coup, je sentais que. Et la fin des cours, du coup, de mon année de master, enfin, j'étais en mode. Je sentais que c'était un peu pas trop ouf. Et du coup, hier, j'ai regardé le spectacle de danse, là, et je l'ai regardé et tout. Et du coup, j'étais émue par le spectacle de danse, la musique et les frissons. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Genre, juste parce que j'étais là. Putain, en fait, ça me provoque des émotions. Et en fait, quand j'ai pleuré, parce que je voyais les choses qui étaient belles, mais aussi parce que je sentais qu'en fait il fallait que je relâche quelque chose. Du coup, c'est sorti, tu vois, et ça m'a fait du bien, mais ça passe toujours par l'art en fait. En fait c'est ça, dès que je vais mal, genre je peux écouter de la musique ou autre, il y a des musiques spécifiques, tu vois, et juste je vais tout lâcher. Et du coup ça me permet de tout lâcher et d'accepter les émotions, et ça fait du bien, quoi. Mais je parle. Maintenant, j'apprends à parler quand ça va pas, même si des fois je suis en mode nanana, mais je parle. J'essaie, j'apprends. Ouais. Mais parce que tu vois, moi avant, mais tu vois, j'étais vraiment comme toi, la fille hyper positive, hyper joyeuse, rigolote et tout le monde me voyait comme ça. Pareil. Et en fait, tu vois, je vais, comme tout le monde, tu vois, des trucs où des fois j'allais pas bien. Et tu vois, je retenais tout parce que je me disais, mais les autres ont déjà leurs problèmes, je vais pas en plus de ça. Tu vois, leur dire que moi aussi je vais pas très bien et tout. Et il y a eu un événement qui a fait que j'allais pas bien. Et c'est là où j'ai commencé à parler, je me suis rendu compte. Ah, putain, ça fait du bien! Mais ouais, genre de pas être c'est seule. nécessaire, Oui. en fait. De parler quand ça va pas, parce que en fait, tout garder pour soi, au bout d'un moment, ça explose et ce n'est jamais bon. Jamais. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai appris à parler. Et tu vois, depuis, tu vois, quand ça va pas, j'appelle des copains, tu vois, et je le dis beaucoup plus facilement, parce que j'ai aussi appris à être vulnérable, ce qu'on ne nous apprend pas. Oui, on peut être vulnérable. C'est ça, c'est vrai qu'on nous apprend pas dans nos sociétés à être vulnérable. En même temps, faut être fort, faut affronter tout et tout. Alors qu'en fait, non. Tu peux être vulnérable, il y a des choses qui te font mal et faut les accepter et t'as le droit de c'est la vie, quoi. Mais ouais, la vie c'est dur. Phrase bateau, mais la vie c'est dur. La vie, elle peut être cruelle. Tellement. Et mais en même temps, c'est ça qui est beau, c'est que elle peut être cruelle, mais elle est aussi très joyeuse. Enfin, tu vois, c'est mille émotions, ouais. Mais du coup, ouais, apprendre à être vulnérable. Et pas s'en cacher. La base. La base, frère. On est ensemble. Parce qu'en fait, j'ai repensé au spectacle de Léo Walk que nous devions aller voir, mais qui a été annulé. Et en fait, il a mis un extrait sur Instagram et il y a cette phrase qui m'est longtemps restée dans la tête, c'est votre cœur d'enfant, ne le perdez pas. Oui, cette phrase, oui. Et longtemps, elle est restée dans ma tête, et même encore maintenant, tu sais, des fois, elle rejaillit comme ça. Et toi, ça t'évoque quoi, cette phrase ? Oh, le cœur d'enfant, pour moi, quand t'es enfant, t'es tellement naïf et libre et tu te poses pas de questions. Mais souvent, quand je vois des enfants dans la rue, je me dis waouh, genre avant j'étais comme ça, je vivais ma vie sans me poser aucune question. Et je trouve que le corps d'enfant, c'est ça, c'est tu vis ta vie, t'es heureux. Des fois, tu peux être triste parce qu'un enfant, ça a plein d'émotions aussi. Mais t'as pas tout le côté dur de la vie adulte où faut toujours faire des choix et tout. Là, t'es enfant, juste tu vis en fait. Et du coup, c'est ça, je pense qu'il veut dire dans le perdez pas, juste, en fait, faut que tu continues à vivre sans trop te poser de questions, même si c'est dur, surtout à notre âge, notre grandissant et tout, mais c'est ça, faut continuer à vivre et vivre librement, un peu naïvement
Et c'est ça qui est beau en fait dans cette phrase, je trouve. Et t'as toujours ton cœur d'enfant, toi? Ben, je pense que d'un côté je l'ai parce que j'essaie de vivre librement selon mes envies et mes intuitions et cela, mais d'un côté il y a quand même le côté adulte qui reste là où je me dis ah ben je peux pas faire ça parce que ça, mais j'ai quand même un côté très passionné, impulsif où je me dis vas-y j'ai envie de faire ça, mais je le fais en fait et je le fais parce que j'ai envie et ça va me faire du bien, tu vois, genre des petits coups de folie. Ça aussi un enfant, t'es un peu fou. Genre, t'as envie de faire un truc, youlou, je vais le faire, genre je vais mélanger des plantes avec de la mayonnaise, c'est pas grave, je le fais, tu vois, genre je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et du coup, je trouve ça, c'est ça, je trouve, de garder ce petit côté d'enfant et de naïveté. Ouais, on peut être naïf face au monde et c'est pas facile de nos jours, mais je crois que j'ai un côté un peu naïf et beaucoup de foi dans l'humanité et les gens. Je me dis non mais ça va aller, les gens ils sont comme ça va aller, même si des fois je me prends des claques dans la gueule en mode non en fait ça se passe pas comme ça, mais je pense que j'ai un côté naïf un peu, et je crois qu'on l'a déjà dit que j'ai un côté naïf et rêveur. Je suis poisson en signe astrologique et je crois que ça y fait aussi. Je t'avoue que je n'y connais rien. Mais on m'a dit ça, mais quand t'es poisson t'es assez naïf et... Est-ce que t'es né quand? Le 3 mars. Ah t'es né en mars? Ouais. Ok. Ouais, le poisson, t'as beaucoup d'émotions, d'empathie et t'as un côté un peu naïf, lunaire, rêveur, et en vrai ça me correspond un peu. Même si mais j'ai un côté très ancré dans la réalité, mais d'un côté un peu hors du temps. Enfin pas hors du temps, mais ouais, un peu dans la lune des fois. Ouais. Il y a une question que je me pose souvent. Est-ce que je suis fière de moi ? De qui je suis devenue, ou en tout cas, de qui je deviens, de ce que j'ai fait et entrepris. Alors, évidemment, j'ai posé la question à Camille. En vrai, si je me vois plus jeune, je me dis Camille, t'as quand même fait des trucs bien et stylés. Et ouais, je suis fière d'elle, même si je dirais qu'elle est plus confiance en elle et qu'elle arrête de penser au regard des autres, tu vois, et de penser plus à son regard sur elle-même, tu vois. Mais je suis quand même fière d'elle parce que s'est juste laissée guider par ce qu'elle aimait, par sa passion, par ses amis, et je serais fière d'elle parce qu'elle se dirige dans la bonne voie. Donc ouais, je suis fière d'elle. Et puis pour terminer chaque épisode, je pose 2 questions à mon invité. La première, c'est le film, la chanson, l'artiste, la peinture, etc. qui l'a aidé à se construire. On a toutes et tous une œuvre qui nous a marqués, aidés, accompagnés. Et ma seconde question, c'est la recommandation culturelle de mon invité. Ça peut être n'importe quoi, un projet, un spectacle de danse, une pièce, un livre, un film, etc. fait par un ou une jeune ou qui traite de la jeunesse. Je vous laisse avec les réponses de Camille. Alors, moi c'est plus un artiste du coup, ouais. C'est King Krul. Comme par hasard. J'en étais sûre. Parce que je l'ai connu en 2012-2013. Et j'ai découvert via une vidéo YouTube d'une youtubeuse, tu vois. Et j'ai écouté la musique, j'étais là, waouh, c'est beau et tout. Du coup, j'étais fascinée par sa personne, son premier album, là, 6 Feet Beneath the Moon. Il me semble que c'est ça. Et en fait, il m'a tout le temps suivi cet album-là. Et après, j'avais jamais eu la chance de le voir en concert et tout à l'époque. Et après, il a sorti son second album. Et j'étais là, waouh, putain, il sort un nouveau truc. Ça me touchait encore plus parce que c'était beaucoup plus côté, encore plus de jazz, etc. Et j'ai eu la chance de le voir en concert la première fois. Et la première fois, j'ai été fascinée par sa personne, tu vois, en me disant, waouh, mais. Genre, je vois King Krul en vrai, il est puissant, il est fort et tout. Mais je restais quand même un peu... On est rentré dans son royaume, comme on dit avec ma coloc, mais on était un peu extérieur, tu vois. Et je l'ai revu quelques mois plus tard à Willow Green en festival. Et quelques heures avant, il y avait Moon Kimby, je sais pas si tu connais. C'est un groupe... comment décrire ça, électro, techno, dubstep et tout. En anglais, c'est un duo, j'adore leur musique. Et ils ont fait des collabs avec King Krul. Et là... à la fin de leur set, dernière chanson, c'est Blue Train Lines. Il y a King Krul qui vient, tu vois, faire le petit feat. J'étais en transe de A à Z. C'était ouf. Et du coup, ça m'a mis en joie, tu vois. Et je vois quelques heures après, King Krul, c'était le soleil était en train de tomber, il faisait super chaud et tout. Et il arrive sur scène, et juste là, je sentais la rage en lui, tu vois, la rage. Et en fait, pendant les 30 premières minutes du concert, j'étais vraiment en mode... à fleur de peau, émotion, les larmes et tout. Puis à la moitié il fait une musique et je dis à ma coloc, prends mon tote bag, faut que j'aille dans les pogos, tu vois, fallait que je lâche tout en fait. Et après j'ai tout lâché et ça reste vraiment gravé dans ma tête. Et en fait il a ressorti un album en 2020 et tu vois la maturité
Et c'est ouf, et j'ai pu le voir à l'Olympia là, le 4 mars, quelques jours avant le coronavirus. Et c'était ça pareil là, juste l'émotion de déversement et tout. Et avec King Krul, je me rends compte que c'est vraiment un artiste qui me suit depuis toujours. Et en fait, dès que je vais mal, ça fait partie des artistes que j'écoute quand je vais mal, parce que j'ai l'impression que c'est le seul qui comprend le fait que j'aille mal, et que je me rends compte que quand je vais mal, j'ai besoin d'extérioriser vachement. Et avec lui, parce qu'en fait, ouais, en fait, tu sens la rage, la transe, la vulnérabilité, très sauvage, très brute en fait, son art, et ça me touche de ouf. Et en fait, quand je vais mal, je l'écoute, et des fois je pleure et je danse en écoutant King Krul, parce que ça m'a juste d'extérioriser les choses. Et du coup, King Krul, je me rends compte qu'il me suit, et que chaque étape de ma vie, il est là, même dans des moments joyeux, je l'écoute, et ça me fait plaisir, tu vois. Et quand je vais mal, il est aussi là, tu vois. Et tout son art, son univers, tous ses projets à côté. Enfin, je suis vraiment fascinée par cet homme, enfin voilà, il me suit depuis un moment, et je pense qu'il va me suivre pendant très très longtemps encore. Du coup, King Krul. King Krul, écoutez. Et la recommandation culturelle j'ai fait un post-it, hein. Moi, j'en ai plusieurs. Du coup, je sais pas. Il y en a combien? Attends, 1, 2, 3, 4... 6. 6. Attends, je vais en choisir, je pense, 2. Bah, déjà, le spectacle Essie de Mehdi Kerkouch, spectacle de danse qui est sur France 5, là, mais qui a bientôt plus être. Et en fait, je l'ai revu hier, là, le spectacle. Et en fait, c'est vraiment un spectacle de danse. Bon, lui, il a 34 ans, mais les danseurs, ils ont moins de 30 ans. Et je trouve que ça parle vachement de notre génération, parce que c'est des corps en mouvement, ensemble, en fusion. Et la musique, c'est de la musique techno, électro du duo The Blaze. Et en fait, quand je l'ai vu, ça me rappelait trop les moments de danse en concert, en festival, où les corps ils sont ensemble et ils se séparent, et il y avait à la fin, en fait, t'as de la lumière, et comme si c'était la lumière vers le monde d'après qui va arriver après la pandémie, en fait. Et je trouve ça trop beau, je trouve que ça m'a trop parlé à ce qu'on vit en ce moment, et juste ça m'a dit putain, la musique et la danse, ça me manque de ouf, tous ces corps qui se touchent, qui transpirent et tout. Donc je recommanderais cette œuvre, parce que c'est très très bien. Et après... Tu peux en choisir 2 autres. 2 autres, ok, c'est bon, j'ai choisi. J'ai mis des petits cœurs à J'ai côté. mis des petits cœurs. Il y a une BD, Flippette et Vénère, de Lucrèce Andrae. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est une BD, je crois que je l'ai là en plus. En gros, c'est entre deux... C'est l'histoire de 2 sœurs. Une, elle est photographe, et une, elle est hyper engagée dans des associations militantes, etc. En fait, elle se casse la jambe. Du coup, sa sœur va venir l'aider, parce que tu te casses une jambe, c'est compliqué de faire des choses. En fait, c'est trop la... Une, du coup, la photographe, elle est flippée de la vie. Et l'autre, elle est énervée de la vie, tu vois. Et en fait, c'est la rencontre de ces 2 mondes, parce que du coup, elle vient dans son monde militant et tout, et du coup, elle va découvrir une autre perception de la réalité. Et pareil, sa sœur qui est énervée va avoir une autre perception de la réalité. Et ça parle vachement sur notre génération engagée, militante, et sur les doutes qu'on a aussi à créer son art, à être légitime, etc. Et je sais pas, ça m'a beaucoup parlé, et je trouve que ça fait écho à notre génération et tous les doutes dans lesquels on est rempli. Donc cette BD, elle est vraiment nécessaire à lire, je trouve. Et elle est très très belle, beaucoup de couleurs. Et ouais, c'est vraiment une très très belle BD qui parlerait beaucoup, je pense, à beaucoup de monde de notre génération. Du coup, je recommande beaucoup. Et le dernier, je vais choisir une série. C'est Rami, de Rami Youssef. Je sais pas si tu connais. En gros, il a moins de 30 ans, du coup. Ouais. Et en gros, c'est l'histoire de Rami qui est musulman et américain, et qui vit aux États-Unis, du coup, avec sa famille et tout. Et en fait, c'est juste. Ça raconte. Il y a 2 saisons pour le moment, et c'est comment concilier le fait d'être musulman, mais aussi américain, et d'avoir moins de 30 ans, et de juste vouloir vivre sa vie tout en ayant une religion, tu vois. Et c'est tellement intelligent, et. C'est hyper juste et bien écrit, ça aborde beaucoup de sujets aussi, par rapport à la religion, et comment t'es perçu, même aux États-Unis avec les attentats, etc. Et c'est vraiment une série. Elle m'a beaucoup touchée, et le personnage est hyper touchant, et je trouve ça cool d'avoir ce genre de série, c'est même par rapport à culturellement, je connais pas toute cette culture et tout, donc. Puis elle est drôle quand même, et. Super série, et c'est grave des séries comme Fleabag qui vraiment me marquent en fait, et que je recommande beaucoup, parce que c'est hyper juste et intelligent et drôle, et je pense que c'est le genre de série qu'on a besoin aujourd'hui, et c'est vraiment un portrait d'une génération en fait, je trouve. Et donc Rami, la série Rami, vraiment beau.
Ouais, du coup voilà, pour toutes mes recommandations, c'était dur de choisir. Eh bah trop bien, merci beaucoup. Ben, merci à toi Louis, c'était une grande première pour moi, mais hyper agréable. J'adore. Merci à Camille pour sa confiance et sa joie contagieuse. Toutes mes excuses à la créatrice d'Amour solitaire qui s'appelle en réalité Morgane Hortin. Je vous invite d'ailleurs à la suivre sur Instagram pour un petit peu plus de douceur dans votre vie. La publication de Morgane, à propos de la scène de consentement dans Normal People, vous vous en doutez, n'a même pas tenu 24 heures avant d'être supprimée par la plateforme. Mais je tenais quand même à lire un extrait des mots de Morgane qui accompagnaient la vidéo. J'ai regardé Normal People, qui est une série qui retrace l'amour de deux adolescents, basée exclusivement sur l'intime. En parallèle de ça, il y a peu de temps, j'ai eu un débat avec un mec sur les réseaux qui me disait qu'il fallait que j'arrête avec mon obsession du consentement, que personne ne le demandait dans un moment intime et dans le feu de l'action, car c'était un tue-l'amour et un tue-sexe. Ça m'a mise très en colère. Je voulais lui montrer des exemples, mais je n'en avais pas. Puis je suis tombée sur cette scène qui est un exemple parfaitement maîtrisé d'une demande de consentement sexy, belle et bienveillante. Elle m'a émue au possible et elle était la réponse parfaite aux paroles de ce mec. Au-delà de cet échange que j'ai eu, si je le poste ici, c'est que je trouve ça hyper important que l'on ait de nouveaux modèles sexuels de ce type dans le cinéma, la littérature, l'art, pour qu'on puisse s'y référer, pour que des ados aussi puissent le faire, pour aborder l'intime et le sexe d'une nouvelle manière. On a besoin de modèles clairs qui matérialisent le consentement, à la fois verbalisé et montré. Si vous avez, vous, des références de scènes de consentement, de films ou séries, ça m'intéresserait. Vous pouvez me les communiquer en commentaire ou en message privé sur YouTube, Instagram ou par mail. Tous les réseaux où vous pouvez me joindre sont dans la description du podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos avis sur le podcast m'intéressent. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour le suivant. J'ai hâte que vous l'écoutiez. En attendant, prenez soin de vous, c'est une phrase de présentatrice télé mais c'est sincère. À bientôt!